Dans un deuxième temps, nous allons passer à l'installation de 2 nouveaux conseillers municipaux, donc à savoir Stéphane Rulinski en remplacement de Sarah Compredon et Marie-Pierre Robert en remplacement de Christian Legault. Donc, ce que je propose, est-ce que si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment juste pour vous présenter en 2 mots. Stéphane, vas-y, je t'en prie. Il faut lever. C'est mes premiers pas. Donc Stéphane Ruzinski, j'habite à Rabastens depuis plus de 12 ans maintenant. J'habite là au-dessus du stade. J'étais sur la liste de Sarah Compredon. Je suis retraité, heureux papa de 3 enfants et encore plus heureux grand-père d'un jour des 5 maintenant. Et c'est pas fini apparemment. Voilà, et merci de m'accueillir. Très bien, bienvenue dans cet hémicycle. Donc maintenant nous allons passer à Marie-Pierre Robert. Allez, bonjour à tous. Bon, moi, ce n'est pas une première, en tout cas au sein de ce conseil, oui. Pareil, je suis de Rabastens depuis plus de 12 ans. Je n'ai pas déménagé, donc mon adresse est toujours la même. Je suis maman de 2 enfants, je travaille à Toulouse Métropole et je suis chargée d'opération au niveau des ravalements de façade pour la mairie de Toulouse, pour l'UNESCO. Donc voilà. Par contre, je vais en profiter puisque vous me donnez la parole, monsieur le maire. Je ne sais pas si c'est à quel moment il faut le dire, mais je ne vais pas approuver le compte rendu de la dernière fois puisqu'on n'était pas là, puisqu'on était excusés. Je trouve ça dommage de ne pas nous avoir répondu, avoir prévu au moins, ne serait-ce que la veille, puisqu'on aurait pu au moins la veille être là, donc être au moins convoqué. Mais bon, c'est pas grave. Mais comme si on avait pu être là, on aurait pu participer aux commissions durant ce mois-ci, donc ça n'a pas été le cas. Donc, comme je ne voterai pas sur des choses que je ne connais pas, je me permettrai de m'abstenir pour les différents points. Ok, merci pour votre intervention. Juste, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Vous n'avez pas été convoqué parce qu'on a posé la question au service de la préfecture. Les délais n'étaient pas respectés pour pouvoir vous convoquer. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vous convoquer la veille pour le lendemain. Ce n'était pas réglementaire. Donc, on a appliqué strictement le code des collectivités territoriales. C'est juste pour dire ça. Voilà. Alors, monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, et je trouve que vous êtes très très fort, et vraiment vous êtes parfait dans votre position de maire, et je respecte tout à fait ce rôle, et je comprends beaucoup mieux. Mais la loi dit aussi qu'on peut se permettre la veille, par rapport à la loi, de prévenir les futurs conseillers. Donc, dans le bon sens, ça aurait été bien de prévenir la veille, et c'est la loi qui le dit. Donc ceci dit, ça n'a pas été fait pour X raison, peu importe, c'est pas grave, je ne suis pas dans la destruction, je dis juste que je vais m'abstenir pour les autres points, tout simplement. Ok, pas de problème, puisque vous n'étiez pas au conseil municipal précédemment, donc effectivement c'est compliqué de voter un PV alors que vous n'étiez pas encore conseillère municipale installée. Donc, et ni présente aux commissions qui se sont déroulées ce mois-ci. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue dans notre hémicycle. Donc nous allons passer maintenant à l'appel. Donc Nicolas Géraud, présent. Serge Garrigue. Françoise Bourdet. Présente. Alain de Carrière est excusé et il a donné sa procuration à Dominique Bras. Marie-Hélène Malric. Jean-Claude Mousset. Ludivine Payat, Jean-Guy Leclerc, Jean-Paul Ruffio est excusé et il a donné sa procuration à Évelyne Soigné, Anne Deguerre-David, Évelyne Soigné, Laurent Pellissier, Christian Laroche, Dominique Bras, Leïla Bouslama Legrand, Kevin Collomb est excusé et il a donné sa procuration à Aurore Matignon. Aurore Matignon. Anaïs Léwizik-Janssen. Manuel Malbec. Lisa Vaquet, elle est excusée, elle a donné la procuration, elle
m'a donné procuration. Isabelle Cadenne est excusée, elle a donné une procuration à Anne de Guerre-David. Marie-Pierre Robert, Paul Bozo, Montserrat Rey, oui, elle est excusée, elle a donné sa procuration à Paul Bozo, Stéphane Ruzinski, Anne Barnes, Alain Brest, Patrick Guénaud, Sandrine Badescler. Ok, donc nous avons fait l'appel, nous avons le quorum pour pouvoir délibérer au cours de ce conseil municipal. Je vais donner maintenant la parole à Christian Laroche pour la validation du procès-verbal du conseil municipal, du dernier, qui était le conseil municipal du 31 mai 2022. Bonsoir à tous. Donc pour ce PV, on n'a pas reçu de remarques spécifiques par email. Donc je voulais savoir si vous aviez des remarques particulières sur le contenu du PV avant de passer au vote. Oui, Paul, je vous écoute. Oui, moi j'en ai une assez importante sur le dernier paragraphe là, du compte rendu. Votre intervention lors du dernier conseil municipal laisse penser que les formations des élus de l'opposition se seraient déroulées sans vous en informer et que vous auriez découvert la réception de la facture. Or, le 15 mars, vous avez été destinataire d'un courrier d'Aléo vous informant de cette formation et son montant. Quant à l'article du temps libre du 24 juin 2022, vos propos sont mensongers. En effet, les élus de l'opposition n'ont jamais signé un devis à lieu et place de la commune. L'association Aléo a traité directement avec vous. Avant de publier un article, on vous demande de bien vouloir peser vos mots. Je vous serais curieux que vous me montriez les devis que j'ai signés à Aléo quand même. Enfin, les devis, enfin, de toute façon, je ne retire rien de ce que j'ai dit et je maintiens mot pour mot ce que j'ai dit, à la fois dans le comment ça s'appelle, dans le compte rendu et à la fois dans le journal. Je trouve un peu bizarre que l'on passe par, je dirais, un journaliste pour s'exprimer sur ce sujet-là. D'accord ? Sur ce sujet-là. Forcément, vous avez dû faire une demande auprès de l'association. Oui. Eh bien, on est d'accord. Donc, ça veut dire que vous engagez à faire une formation auprès d'un organisme et donc à engager une dépense. Voilà. C'est tout. On n'a pas signé de PV de paiement. Mais non, mais c'est pareil, quand on demande de faire une formation, monsieur, quand on demande de faire une formation, on s'engage après à payer, que la formation soit payée. Voilà. Il y a un guide, il y a un memento qui a été fait par la DGCL, qui est la Direction Générale des Collectivités Territoriales, qui précise la manière dont les choses doivent se faire. Et il est de manière très claire, c'est que ça passe par le maire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand bien même ils auraient envoyé l'association a envoyé une demande. On n'a pas demandé d'avis au maire. On lui a dit c'est comme ça et pas autrement. Je n'ai donné aucun avis favorable pour que la formation puisse s'exercer. Et la condition, elle est très claire, c'est que toute formation qui est faite, qui est un droit pour les élus, mais ce droit n'empêche pas que le maire doit être consulté. Et si le maire ne donne pas son accord, à ce moment-là, la décision du maire est attaquable. Mais encore faut-il qu'il y ait une décision du maire avant. Ok. Donc on va pas. Attention, c'est pas le sujet. Vous faites une remarque. Alors, écoutez-moi, j'ai un document que vous avez signé, hein, dans lequel on parle de tarifs. Les tarifs pour la formation sont en fonction de la strate démographique, etc. Et vous signez en disant, ben voilà, je peux faire telle formation. Donc, c'est bien une demande. Voilà, c'est tout ce que je dis. Allez-y. C'est une demande de formation, mais c'est pas un devis.
On n'a pas signé de devis. Mais on est d'accord, mais quand bien même l'association qui demande au maire, elle n'a pas demandé l'avis au maire. Elle a dit c'est comme ça et pas autrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de... Mais si vous n'étiez pas d'accord avec le devis, vous auriez pu formellement refuser, ce que vous n'avez pas fait. On a eu l'information après. Dans la pratique, on a eu l'information. Si vous voulez, quand vous envoyez un devis, vous vous assurez que la personne reçoive effectivement ce devis. C'est tout. Vous me dites à quelle adresse ils ont envoyé, comment ça a été traité, ainsi de suite. S'il y avait 5 jours entre le moment où ça a été envoyé à la mairie et le moment où vous avez fait la formation. Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux juste une question? Oui. Moi, je comprends si vous avez été bafoué dans vos droits. Honnêtement, je comprends tout à fait le sujet. Maintenant, est-ce que M. Garrigue a reçu la demande du centre de formation en temps et en heure? Si vous ne l'avez pas remonté, c'est notre histoire. Je voudrais savoir s'il l'a donné, s'il l'a reçu, et s'il ne l'a pas reçu, qu'il le disait. Je veux juste savoir ça. Si la procédure a été respectée par le centre de formation. Moi, je l'ai bien reçu. D'accord, vous dites bien aujourd'hui, vous ne l'avez pas reçu. Moi, j'ai bien reçu. D'accord. Le seul document auquel j'ai accès, c'est la facture envoyée par l'organisme de formation après la formation. Vous n'avez pas C'est le seul reçu. document que j'ai. D'accord, vous n'avez pas reçu de document Non, ok. pour validation. D'accord, je vous remercie. On va arrêter ce débat-là. Ok. On peut en discuter en dehors du conseil municipal. Je suis prêt à en discuter avec vous. Mais regardez la manière dont les choses doivent se passer. C'est tout. C'est très clair. On va pas. On a fait aussi expertiser le processus qui a été mis en œuvre. J'en dirai pas plus par rapport. Je peux juste dire, monsieur le maire, que vous ne voulez pas en discuter ici, je suis d'accord, mais tout comme ce n'était pas un sujet de discussion lors du dernier conseil municipal. Oui, enfin bon, ok. C'était un sujet, une question particulière. Donc, si vous voulez revenir sur ce sujet, on le traitera avec une question particulière. Et puis voilà, ce n'est pas dans l'ordre du jour du conseil municipal. Donc on va passer au premier. Alors, on en est où sur le PV? Alors, il faut voter. Bon, le PV, sur le PV du dernier conseil municipal, qui s'abstient, qui vote contre? J'étais absent, donc je m'abstiens. D'accord, qui est très bien. Donc, Jean-Guy Leclerc, Stéphane Ruzinski, Marie-Pierre Robert. Qui vote contre? Ok. Pas de... Très bien. Donc, le PV est validé du dernier conseil municipal. Nous allons passer maintenant au premier point de l'ordre du jour, qui est, concernant le musée, une demande de la subvention de fonds régional d'acquisition pour les musées 2022. Ce point a été examiné en commission des finances le 22 juin 2022. Il est effectivement proposé d'acquérir pour cette année une liste d'œuvres et d'objets que vous avez sous les yeux, donc je ne vais pas le détailler, pour un montant de 10 350 € TTC. C'est la commission scientifique régionale a donné un accord très favorable à l'acquisition de ces œuvres et de ces objets. Donc il est demandé d'autoriser le maire à déposer les dossiers de demande de subvention auprès de l'État et de la région dans le cadre du FRAM, au taux le plus élevé possible selon le plan de financement suivant. Le montant total de TTC est de 10 350 €, la DLAC 4 140 €, la région 4 140 €, l'autofinancement 2 070 €. Madame Barnes. Je voulais savoir s'il y avait une implication des membres du conseil pour le choix de ces œuvres, s'il y avait une commission qui travaillait pour le choix et qui discutait d'une stratégie avec les amis du musée, par exemple, pour avoir une idée de collection. Alors, je vais être franc avec vous. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. On a maintenu la procédure qui se fait déjà depuis des années. Ok.
ok, mais j'entends ce que vous me dites et que pour l'année prochaine, on peut effectivement faire une réunion, je ne sais pas dans quelle commission, pour en discuter avec Jean-Louis Leclerc. J'attire juste une attention par rapport à ces œuvres. Ce sont des œuvres qui sont validées par la FRAM, d'accord, le Fonds régional de l'art d'action pour les etc. C'est validé. Je peux vous dire que d'autres musées font des acquisitions qui ne sont pas validées. Donc il y a tout un processus au-delà de la réflexion que peuvent avoir les conseillers municipaux. Il y a tout un processus, je dirais, de choix qui sont faits par des professionnels au profit de notre musée, le musée du pays Rabat-Simois. Ce n'est pas fait comme ça, de manière, si vous voulez, je dirais, au petit bonheur la chance. C'est fait de manière très sérieuse. Je peux vous dire que la DRAC, la FRAM, etc., quand vous travaillez avec eux, nous, on le voit dans le cadre du musée, on a des missions qu'on est en train de faire. Je peux vous dire que là-dessus, la DRAC, et notamment la personne qui s'occupe des musées occitaniens à la DRAC, ne fait aucun cadeau. Et si ces œuvres se retrouvent aujourd'hui en délibération, c'est que elles le méritent. Voilà, c'est juste pour dire. Alors peut-être qu'on peut en discuter de la stratégie, et ça, on a fait ce qui se passait les années passées. Et voilà. Okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais j'entends ce que vous me dites. Oui, la validation c'est une chose, mais le choix c'est autre chose. Et puis d'avoir une vision d'où on va pour un musée, je trouve que c'est quand même important pour la commune. Bon, alors, juste que la vision est cohérente. Je vous le dis, puisqu'on est en train de faire le PSC, le plan scientifique et culturel. Et effectivement, dans ce plan-là, il faut qu'il y ait une cohérence du musée. S'il n'y a pas cette cohérence-là, le PSC n'est pas attribué. Et si vous n'avez pas le PSC, derrière, la DRAC ne vous donne pas de subvention par rapport à votre musée. Nous, on a besoin de faire des travaux au musée, donc on aura besoin d'avoir ça, d'avoir le PSC, et on aura besoin d'avoir l'oreille, je dirais comme ça, de la DRAC. Donc, dans ce domaine-là, nous ne faisons pas ce que nous souhaitons. On est quand même avec la tutelle de la DRAC. Tu as peut-être quelque chose à dire de plus? Oui. Alain? Oui, bonsoir. Effectivement, le choix est fait et est validé par la DRAC, ce qui est la moindre des choses, et c'est normal. Effectivement, si ce n'était pas le cas, ça aurait été refusé. Mais il y a peut-être d'autres possibilités de choix. Et ce qui serait intéressant, comme l'a dit Barnes, c'est qu'en amont, il y ait une réflexion. Ça n'interdit pas, bien évidemment, le choix final qui sera fait au niveau de la DRAC, mais peut-être qu'il y avait d'autres opportunités. Aujourd'hui, le musée a un fonds qu'il n'est pas en mesure d'exposer. Le fonds qui n'est pas visible est très important, tu dois le savoir. Donc il y a une réflexion à mener par rapport aux travaux, par rapport à l'agrandissement, et peut-être par rapport non seulement à la nature des acquisitions, mais au volume des acquisitions. Moi, si vous permettez, je répondrai tout à fait positivement à ça. Ce que vient de dire M. le maire, c'est tout à fait ça. On a une procédure qui existait, qui était effectivement celle que l'on a vécue encore cette année. Mais bien évidemment, il faut que l'on soit dans une démarche cohérente. Et les différents champs qui sont ouverts auprès du musée, en relation avec la DRAC, nous renvoient à ce type de réflexion. Et moi, je voulais juste dire le commentaire général qui est fait par la commission à la suite de l'acquisition, dont la commission souligne la qualité des acquisitions présentées, bien documentées et surtout argumentées. Donc, je veux dire que ce qui est important, c'est l'argumentation qui a été développée par celui qui a présenté effectivement l'acquisition de ces œuvres. Ok, étant donné que vous êtes exprimé, je vous propose de passer maintenant au vote concernant ce premier point de l'ordre du jour. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Ok, merci. Donc, la première délibération vient d'être votée. Donc, on passe à la deuxième, qui est l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Donc, c'est Jean-Claude. Oui, bon, c'est toi qui... Bonsoir, vous m'entendez?
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc oui, il s'agit donc, je vous propose de traiter donc le numéro 2 et le numéro 3 en même temps, puisque le numéro 2 c'est la redevance d'occupation à titre fixe, redevance d'occupation de domaine public fixe, et le numéro 3 c'est la même chose, sauf que c'est pour la redevance d'occupation provisoire du domaine public. Bon, il faut savoir que ces redevances sont en fonction depuis plusieurs années, mais par contre aujourd'hui, le GRDF nous demande d'adopter une délibération concernant ces deux redevances. Il faut savoir donc qu'en 2021, la redevance fixe, donc la RODP, a ramené 3005,90 € donc pour 2021, et la provisoire a ramené 592 € de redevance donc pour 2021. Donc GRDF donc, nous demande d'adopter ces restaurations de redevances à la délibération du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Oui, Paul Mouzou. L'occupation provisoire, ça veut dire quoi? Parce que... En fait donc, il y a le réseau fixe qui fait une longueur de 13 km 504 mètres. Et le réseau provisoire, ce sont les installations qui sont faites provisoirement pour les raisons à la demande, et qui donc pour 2021 ont une longueur de canalisation de 73 mètres. Donc j'ai repris la règle de calcul, bon, c'est accouché dehors, mais bon, ça tombe juste. Une autre question? Écoutez-moi, s'il n'y a pas de question, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Marie-Pierre Robert. Qui vote contre? Ok, merci pour cette délibération. Nous passons à la délibération 3. La 2, on a fait la 2 et la 3 en même temps. Puisque c'est le fixe, c'est la 2, la provisoire, c'est la 3, mais c'est la même. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir voté pour les deux, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un deuxième vote pour l'instauration de la redevance? Ok, donc visiblement tout le monde a l'air d'être d'accord. Je suppose que Madame Robert s'abstient pour les deux délibérations. Donc ces deux délibérations sont votées. Nous passons maintenant à la délibération numéro 4. Il s'agit du lotissement Le Clos de la Bourriette, rétrocession à la commune des voies et espaces communs. Marie-Hélène, c'est à toi. Bonsoir. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est un dossier qui est en cours depuis de très nombreuses années, que l'on a pris en main en 2020 quand on a été élu, puisque l'association des colotis m'a sollicité pour m'occuper de ce dossier. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis l'origine, à savoir donc 2005 la création de la SECI. Il y a eu des travaux donc, qui ont été menés à bout. L'ASL, donc l'association des colotis, a été en justice contre le promoteur. Il y a eu un jugement, ce qui a retardé donc la rétrocession. Ce qui fait qu'on est arrivé à une situation assez ubuesque. Donc, quand on a repris le dossier, on l'a fait passer à la communauté d'agglomération, au service juridique, qui a mis près d'1 an à éplucher et à regarder tous les documents. Et on a eu la validation donc, de ce service juridique d'un point de vue administratif, pour être au clair sur cette rétrocession d'un point de vue administratif. Restait la question des réseaux, de la voirie et des réseaux d'eau usée. Donc là, avec l'association des colotis, on s'est rencontrés plusieurs fois et il a été convenu que l'association faisait les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie et effectuer un passage de caméra pour s'assurer que les réseaux d'eau usée étaient conformes et n'avaient pas de fissures et étaient conformes pour une rétrocession. Donc ça a été examiné sous le contrôle du directeur des services techniques. Le devis lui a été envoyé, il l'a examiné, il l'a vérifié, tout
ça en accord avec l'association des colotis, bien évidemment. Donc les travaux ont été effectués, la facture a été réglée par l'association, ça a été vérifié et approuvé par le directeur des services techniques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui donc on vous demande de délibérer, d'approuver la rétrocession de cette voirie et de ces réseaux et du clos de la Maurienne. Ça a été examiné à plusieurs reprises donc, en commission d'urbanisme et ça a été examiné en commission des finances parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur la délibération, mais il est mentionné que c'est la commune qui prendra à sa charge les frais notariés. Et Alain avait posé la question en commission des finances par rapport aux frais. J'ai eu maître Ginoulac qui m'a dit que ça coûterait 200 €. Alors ça a été, voilà, c'est quand même relativement raisonnable, sachant que l'association des colotis a quand même engagé d'énormes frais, à la fois pour la procédure judiciaire, qui leur a coûté bien évidemment des frais d'avocat, les frais de remise à l'état de la voirie, des réseaux, etc. Donc voilà, on a estimé, on en a discuté donc, avec le maire et on a estimé que pour sortir de cette ornière, de ce dossier qui date depuis de nombreuses années, il fallait, sachant que pour être tout à fait transparente, puisque Alain faisait la remarque en commission des finances, sur d'autres rétrocessions, alors c'est pas directement la commune qui a réglé des frais, mais c'est la communauté d'agglomération qui a réglé certaines. Pour permettre justement des rétrocessions qui avaient été mises en suspens, pour diverses raisons, parce qu'il y avait eu un PV notamment qui avait été signé par une personne et une agent de la commune qui n'avait pas de délégation pour le faire, donc on n'avait pas pu acter juridiquement la rétrocession. C'est pour la raison pour laquelle il a fallu refaire donc ce passage de caméra des réseaux, et donc ça n'était pas de la faute des colotis. En accord avec l'aglo, on a décidé que c'était la communauté d'agglomération qui prenait à sa charge. Voilà, on a essayé de trouver un compromis pour sortir à la fois les colotis, tout le monde, de ce dossier. Y a-t-il des questions sur cette rétrocession? Alors, je tiens à remercier l'ensemble des services, même si l'aglo était impliqué dans, je dirais, le traitement du dossier. Pour les agents de la commune et Marie-Hélène Malric, ici présente, on a pris ce dossier, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce dossier-là. Ça nous a pris beaucoup de temps pour pouvoir, l'objectif c'était quand même de pouvoir prononcer enfin cette rétrocession. Je pense que c'était important pour les colotis qui attendaient quand même cette décision de leur vœu depuis très longtemps. Voilà. Donc comme il n'y a pas de questions, moi je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Moi je m'abstiens toujours. Marie-Pierre Robert. Je rappelle, c'est parce que je n'ai pas assisté aux commissions. Ok, très bien. Vous vous abstenez. On le prend en compte. Qui vote contre? Écoutez-moi, donc la rétrocession est délibérée et votée en conseil municipal. Voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir passer au point suivant, qui est la convention entre la commune de Rabastens et Inédis. Donc là, c'est une convention pour autoriser le maire à signer les travaux qu'Enedis souhaite faire. Donc c'est d'enterrer un câble sur le réseau électrique pour alimenter la parcelle cadastrée section AL 0009 qui se situe à Fontboussière. Là, il va y avoir des constructions, donc il y a besoin de renforcement électrique. Ils en profitent pour enterrer les câbles. Ça a été vu en commission urbanisme le 15 juillet. J'attends vos questions. Écoutez-moi, si pas de questions sur un sujet passionnant comme celui-ci, je pense qu'on va pouvoir passer C'est parce qu'il y a des questions. au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, nous allons passer à la
délibération suivante, qui est le point 6, avis sur le bilan de la concertation et sur le projet de révision allégée numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Rabastens avant son passage au conseil communautaire. Donc là, c'est un dossier qui a été examiné par 2 fois en commission d'urbanisme et qui consiste donc à modifier le PLU et à créer donc ce qu'on appelle un STECAL, c'est-à-dire c'est un secteur de taille et de capacité limitée, afin de permettre le développement du camping qui existe sur la commune. Donc ça, c'est un dossier qui a été travaillé avec le bureau d'études, qui a été mandaté pour suivre à la fois la modification du PLU et les 2 révisions allégées, donc celle qui vous est soumise ce soir concernant le camping et la suivante qui sera celle du STECAL pour la centrale à béton. Donc là, il y a eu des échanges qui ont été faits avec la commission urbanisme à plusieurs reprises. Et la dernière, c'était vendredi, pour apporter donc des précisions, notamment sur le recul par rapport à l'axe médian de la route départementale qui longe le camping. Voilà. Ça, c'était une précision que l'on a demandé au département, puisque le règlement du PLU exige un recul de 15 mètres et on a demandé de pouvoir passer à un recul de 10 mètres. Sachant que quand on le mesure comme ça sur le portail du géoportail, on est environ déjà à 13 mètres, donc je pense que lorsque le département va examiner le dossier dans le cadre de la consultation des PPA, des personnes publiques associées, je pense qu'il devrait émettre un avis favorable. Voilà, ce recul, ça permettra aux repreneurs de pouvoir installer des HLL au plus profond de l'emplacement, en fait, pour pouvoir dégager le plus d'espace possible au-devant du mobilo. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Patrick? Oui, je vais redire ce que j'ai dit à la commission. Enfin, je vais formuler la même demande, donc je ne reviens pas sur la vente du camping. Vous savez que nous y étions opposés. Par contre, j'aimerais qu'il soit fait un bilan complet du résultat de cette vente, à savoir de prendre tous les éléments en compte et donc de la somme de la vente qui est de 72 000 €, selon ma mémoire, il y aura lieu de diminuer tous les travaux et frais, donc cela coûte à la commune, notamment en termes de travaux. Je pense au parking qui a été créé pour pouvoir effectivement mettre dans la session donc le parking existant. Donc le coût de parking ainsi que les coûts induits, donc éventuellement même sur l'assainissement, même si ça relève de la loi. Donc ça, c'est un bilan qu'il faudra nous faire au moment où vous pourrez le faire. Oui, si ça vous laissez un peu de temps, je pense que ça peut être fait à la rentrée. Tout à fait. Alors on a le chiffrage du parking, mais on ne peut pas l'imputer à la vente du camping, le parking. C'est aussi un développement du lac avec les aménagements que l'on compte faire et le développement de la piscine. On pourra avoir un petit peu sur la zone globalement, faire un point sur tous les projets et faire les plus et les moins. On se dit à la rentrée. Alors juste un point sur la vente du camping. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas le prix de vente. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir céder le camping à un véritable professionnel qui va mettre en valeur ce camping et effectivement avoir une attractivité importante. C'est ça, je dirais, le but, l'objet de la vente du camping. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Écoutez-moi, oui, Paul. Pour le camping, non, mais l'autre STECAL, quand il a avancé Alors, il avance petit pas, je dirais. Le dernier développement, c'est que, donc, on a, ça je crois que j'en avais parlé en commission urbanisme, le maire a envoyé donc un courrier à M. Cabrol, puisqu'on avait sollicité le bureau d'études en lui transférant donc, le dossier qu'avait établi par l'intermédiaire de la CCI M. Cabrol.
Donc le bureau d'études a contacté un bureau environnement avec les éléments donc, donnés par M. Cabrol. Au vu de la réponse, on a donc fait le courrier à M. Cabrol en lui demandant les éléments complémentaires, notamment si sa centrale à béton était classée, installation classée, le traitement des eaux, etc. Il nous a fait une réponse que j'ai transférée donc, début de semaine au bureau d'études, qui trouve la réponse un petit peu lacunaire. Donc, en dehors de sa mission et à ma demande, le bureau d'études a contacté les services de la DDT. Elle est en contact avec elle et j'ai reçu un mail hier matin. Elle se propose, donc le bureau d'études se propose qu'on fasse une visio, donc la commune et le bureau d'études avec la DDT, pour caler un petit peu les choses, préciser les objectifs et les attentes. Et ensuite, on recevra M. Cabrol en présence du bureau d'études pour lui préciser toutes les pièces qu'il va devoir nous fournir. Parce qu'effectivement, au vu de sa réponse, qui est un petit peu peut-être insuffisante, mais l'idée c'est pour que son dossier soit le plus complet possible, pour que lorsqu'il sera examiné par les services de l'État, il ne soit pas, entre guillemets, insuffisant. À l'heure actuelle, il est un petit peu insuffisant aux yeux de la DDT. On a déjà consulté, mais que le bureau d'études a déjà un petit peu consulté. Donc ça c'est Julien, j'ai transféré le mail hier matin. Voilà, donc ça, on s'en occupe, on suit le dossier de près. Y a-t-il une autre question? Donc nous allons passer au vote, donc c'est ça, c'est le vote sur la révision allégée numéro 2 du BPI. Qui s'abstient? Moi-même et Mme Cadel, deux à s'abstenir. Oui, on l'a bien compris. Donc Paul Bozo, Stéphane Ruzinski, Anne de Calvi, Isabelle Cadel, Patrick Guénaud, Anne Barnes, Marie-Pierre Robert et Alain Prost. Oui, autant pour moi. Et Madame Montserrat. Okay. Donc la délibération passe à la majorité. Voilà. Donc nous allons passer maintenant au point suivant, qui est la tarification école de musique, saison 2022-2023, Ludivine. Oui, pardon, je n'ai pas rappelé sur le bouton. Il n'y a pas de changement notable sur le fonctionnement de l'école de musique. Je rappelle que nous avions initié l'année dernière une convention avec les communes de l'ex-Cora qui le souhaitaient pour qu'elles bénéficient du tarif commune. Donc c'est ce qui est indiqué au dos du tableau que vous avez pu regarder. La convention est factuelle avec Coufouleux. Nous avons quelques élèves de Coufouleux, donc ils peuvent bénéficier des tarifs de la commune de Rabastens. Ensuite, sur le tableau, vous verrez que pour les hors communes, il y a un trait à la place du 3e trimestre. Vous aurez rectifié, c'est 120 €. Donc les tarifs sont un peu plus chers sur le premier trimestre, puisqu'il est un peu plus long, il y a 4 mois. Voilà, je ne vais pas les énumérer. Une autre précision, oui, on a fait des tarifs famille, je le rappelle. Donc, quand il y a 2 adultes et un enfant, quand il y a 2 adultes et 2 enfants, on a appliqué des tarifs donc dégressifs. Comme je l'ai indiqué en commission de finances, nous n'avons pas donné un avis favorable pour des tarifs dégressifs pour 2 adultes, car la priorité est pour les enfants. Donc voilà, les adultes qui font ce choix, voilà, on estime qu'ils peuvent financer. Voilà. Donc aujourd'hui, le tarif 2 adultes, 1 enfant, c'est 820 € au lieu de 937, et 2 adultes, 2 enfants, c'est 1000 € au lieu de 1222 €. La précision que je voulais donner, oui, c'est que
l'inscription est au trimestre. Donc on laisse la possibilité aux familles d'arrêter au bout d'un trimestre, ce qui n'était pas le cas avant, bon, il y a un moment maintenant. Mais ça laisse un peu de flexibilité. Donc il ne faut pas trop non plus avoir de flexibilité, parce qu'après c'est les agents qui doivent constamment être dans la facturation. Donc voilà, c'est important que les gens prennent conscience que l'on fait voilà, des efforts pour qu'ils puissent bénéficier d'un service adapté, mais qu'on ne peut pas aller à la semaine, voire à la leçon. Voilà. Y a-t-il des questions? Paul, oui. C'est plutôt une information. Est-ce que l'école de musique dispose d'instruments qu'elle prête ou qu'elle loue aux gens qui font de la musique? Actuellement, il y a donc bien sûr les pianos, il y a une ou deux guitares, si je ne me trompe de mémoire, qui sont à l'école de musique. Nous avons envisagé donc de renforcer ces instruments mis à disposition, parce qu'il existe un programme avec l'Europe. Mais voilà, à peu près 4 instruments disponibles pour pouvoir jouer. On ne les loue pas, oui. Donc comme nous envisageons peut-être le violon, c'est vrai que c'est un investissement aussi onéreux. Donc on réfléchit à pouvoir proposer des instruments à la location, les enfants grandissant très vite. Effectivement, c'est un investissement pour les familles. Après, elles se débrouillent les familles, elles se les revendent entre elles, pardon. Mais aujourd'hui, c'est limité. Oui, Anne Barnes. Est-ce qu'il n'y a rien organisé au niveau de l'aglo avec toutes les communes, avec éventuellement des prêts d'instruments, parce qu'effectivement, ça représente un coût assez important. Ce sera peut-être pas mal d'avoir... Alors c'est l'aglo qui fait le relais au niveau des fonds européens, donc c'est l'aglo qui recense un petit peu ces demandes. Donc on s'est inscrit dans cette ligne. Ouais, c'est le cofinancement. Donc voilà, pour l'instant on est en train de regarder le programme et de faire la liste voilà, des besoins que l'on aurait et de voir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer. On a des cours de harpe à la commune, c'est très difficile à transporter. Donc effectivement d'en avoir une ou deux sur les salles, ce serait bien. Voilà. Donc effectivement on étudie la question. Une autre question? Écoutez-moi, si pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc la tarification de l'école de musique est adoptée. Nous passons maintenant aux ressources humaines avec la mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et agissements sexistes au bénéfice des agents de la collectivité auprès du CDG du Centre de gestion du Tarn. Vas-y, je t'en prie. Donc la loi de 2019 modifiant la loi de 83 impose aux 3 fonctions publiques la mise en place de dispositifs dont on vient de décrire le contenu. Il s'agit, je cite donc, un dispositif qui a pour objectif de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Une précision, ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Un complément de loi complémentaire est venu rajouter un dispositif, celle de 2021, qui dit qu'effectivement, on peut avoir des signalements supplémentaires pour les agents s'estimant victimes d'atteinte volontaire à leur intégrité physique, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation. Donc, pour ce faire, effectivement, le conseil d'administration du centre de gestion du Tarn, par délibération du 31 mars 2022, a défini les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ces collectivités et établissements publics affiliés. Cette obligation de mettre en place ce dispositif est le 1er mars 2022 et le dispositif est mis en place par le centre de gestion depuis le 1er avril 2022 gratuitement à titre expérimental pour une durée d'1 an au terme de laquelle le centre de gestion procédera à une évaluation pouvant déboucher au besoin sur l'adaptation du dispositif.
Donc, au vu de l'obligation qui nous est faite, il est proposé au conseil municipal que la mise en œuvre au bénéfice des agents de la mairie de Rabastens du dispositif de signalement tel qu'il a été énoncé précédemment soit confiée au centre de gestion du temps dans les conditions définies par délibération de son conseil d'administration et figurant au règlement intérieur du fonctionnement de la cellule signalement, je vous fais grâce de l'acronyme, dont l'Assemblée a pris connaissance et joué en pince annexe. De mandater le maire pour transmettre au centre de gestion la présente décision de façon à permettre l'ouverture du dispositif au bénéfice des agents de la mairie de Rabastens et de mandater le maire pour informer les agents de la mairie de Rabastens de la mise en place de ce dispositif à l'aide des documents de communication proposés par le centre de gestion du temps. Des questions? C'est un dispositif classique qui est mis en œuvre, comme on l'a dit, dans les trois fonctions et obligatoire. Oui, Madame Barthes. Non, juste par curiosité, je vois que sont exclus des élèves ou étudiants en stage, par exemple. Alors pour les populations qui sont exclues, est-ce qu'il y a une procédure équivalente pour les aider, pour les protéger? Ce sont la structure d'accueil. Les élèves viennent d'un environnement, c'est la fonction publique d'État, l'enseignement éventuellement, public ou privé à fortiori, et les mêmes dispositifs existent pour eux. Y compris pour les entreprises extérieures, d'ailleurs, qui ont l'obligation d'avoir ce type de structure. Donc, ceux qui sont exclus, à part peut-être les élus, qui font partie de les J'allais poser la question. C'est surtout la question, effectivement, est-ce que nous sommes victimes de harcèlement moral? On pourra se poser la question, mais après, il y a le champ pénal qui peut être activé. Bien évidemment, en dehors de ce dispositif qui est un dispositif de collecte, bien évidemment, tous les autres acteurs exclus ont eux-mêmes à l'origine un dispositif qui correspond à ça. Une autre question? Donc, si pas de questions... Si, j'ai juste une petite remarque à faire. Monsieur Garrigue, vous qui allez à l'aglo, je rentre du congrès de l'association des maires du Tarn, il a été soulevé la question des élus et effectivement il existe un dispositif pour prendre la défense des élus parce que les élus aussi peuvent être soumis à des agressions, qu'elles soient verbales, psychologiques ou voilà. Oui, oui, donc voilà. Comme tout un chacun. Donc ça existe. Merci. Comme tout un chacun. Anne, merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a une autre intervention? S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc le point 8 est voté. Donc maintenant, on va passer aux décisions du maire. Donc je crois qu'il y a deux décisions du maire. Anaïs, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on... Oui, pardon. Bonsoir. Oui, donc la première décision concerne l'attribution du marché de travaux pour la réhabilitation de l'espace social. Il s'agit d'un marché donc, qui a été lancé, la procédure a été lancée fin janvier 2022 et c'est un marché donc alloti en 9 lots. Donc le lot 1, amiante, enfin, désamiantage, a été attribué à la société SASB Gaz ETP pour un montant de 24 349,20 €. Le lot 2, gros œuvre, a été attribué à la SAS RMHB pour un montant de 68 355 €. Le lot 3, charpente couverture à l'entreprise Lacoste pour un montant de 74 270,50 €. Le lot 4, placo faux plafond à l'entreprise Massoutier pour un montant de 26 787,98 €. Le lot 5, plomberie à la société Cisterni 81 pour un montant de 15 000 €. Le lot 6, électricité à l'entreprise Brunet pour un montant de 29 739,84 €. Le lot 7, menuiserie à l'entreprise Ronco pour un montant de 49 293,05 €. Le lot 8, à l'entreprise Talazac pour un montant de 24 840 €. Et enfin le lot 9, peinture à l'entreprise Lacombe pour un montant de 10 665,26 €. Et donc le montant global des travaux est de 323 300,83 € TTC.
Alain? Oui, en commission des finances, on a fait deux remarques. La première concerne qui vient d'être lu, là, hein, ce serait bien qu'en commission, on ait les mêmes éléments, parce que là, on les a lus. Et là, on a le tableau, donc je pense que pour les prochaines commissions, nous les aurons. Et j'avais aussi indiqué qu'il serait intéressant d'avoir le bilan financier de l'opération. Là, nous avons le coût. Mais ce serait intéressant d'avoir le bilan, c'est-à-dire les subventions obtenues et le reste à charge pour la commune. Ok, on te le donnera. Pas de problème particulier. C'est pas à moi, hein. C'est pour le fonctionnement général et pour le fonctionnement de la commission. Non, ok, on te le met. Tu es un des piliers de cette commission, donc tu l'auras toi aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors tu avais dit deux remarques, non? D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Pas de remarques? Bon. Donc, qui a... Juste simplement, est-ce que vous avez un peu un calendrier et est-ce que vous savez quand les travaux seront terminés ou c'est trop tôt pour le savoir? Je peux intervenir. Donc, le premier lot est terminé, le désamiantage est terminé, bon, ça s'est très bien passé. Actuellement, nous sommes sur le lot numéro 2, les travaux de gros œuvres mais on risque de perdre du temps quand même, mais qui actuellement donc, ils sont en avance sur le calendrier. Mais bon, on risque de perdre ça. Alors, on va dire que la livraison serait pour le mois de mars. On va dire mi-mars. Je vous remercie, Monsieur Mousset. Avec plaisir. Ok, je fais une parenthèse sur le désamiantage, puisqu'il y avait eu des questions sur le désamiantage. Le désamiantage, c'était de la colle qui a été uniquement utilisée pour les plaintes, pour coller au sol sur une pièce, et il y avait deux douches, je ne sais pas pourquoi il y avait deux douches, et c'est la colle. Donc c'était ça, et c'était pas... Quand on a fait le premier architecte qui est venu, ça n'a pas été détecté, ce n'était pas de l'amiante qui était projeté sur des choses comme ça, c'était vraiment des choses très pointues en matière d'amiante. Alors je vous amène une précision, s'il y avait des douches, des plaintes et tout ça posées, c'est qu'à l'origine c'était une salle de judo. Donc il y avait des vestiaires, des douches. Okay. Voilà. Et la colle était en amiante qui collait les... J'en profite pour juste dire que je trouve que la Ronco, le lot 7, ça me paraît très élevé. Mais c'est juste une impression d'avoir le chiffre, parce que je ne sais pas les menuiseries qui arrivent derrière, mais 50 000 € de menuiserie. Alors, non, mais on va regarder, de toute façon, le marché est signé. Le bureau d'études qui a fait ça a fait les consultations. Et effectivement, je dirais ceux qui ont été choisis, c'était les mieux disants. Juste par rapport aux menuiseries, comme on est dans le périmètre ABF, il est possible que l'ABF ait demandé des menuiseries, même bois plutôt que PVC, etc. C'est possible que le surcoût, mais le fait que ça vous apparaisse cher, vient peut-être de là. Et effectivement, la mairie se conforme aux préconisations qui sont demandées par l'ABF. Et donc, je pense que ton intervention est la bonne, Marielle. Donc, on passe à la deuxième décision du maire. Oui, donc la deuxième décision concerne l'attribution de l'appel à projet photovoltaïque de Fonds Poussière. Un appel à candidature a été lancé entre le 23 décembre 2021 et le 28 janvier 2022 donc pour retenir un opérateur privé qui aura la charge de construire un bâtiment type hangar recouvert en photovoltaïque sur une parcelle privée de la commune à Fonds-Poussière. Donc l'entreprise Amarenco, basée à la Grave, a été retenue au regard de son offre, qui était la mieux disante selon les caractéristiques suivantes. Il s'agit de construire un bâtiment de 875 mètres carrés, dont les dimensions sont 35 par 25 mètres, dont le coût estimé est de 220 000 € TTC.
Donc le bail d'occupation de la toiture est de 30 années. Et à la fin de cette durée, les installations pourront soit être démontées, soit rétrocédées à la commune. Le loyer annuel est de 200 € hors taxes par an sur 30 ans, auquel il faut ajouter une soulte de 10 000 € hors taxes payée à la commune. Donc 5 000 € à l'acceptation du permis de construire et 5 000 € à la date de livraison de l'ouvrage. Y a-t-il des questions? Alain? Est-ce que ce bâtiment est fermé sur les côtés? Non, il est fermé sur 3 côtés, mais pas sur un. Et donc, par la suite, si on veut fermer une partie, notamment faire une dalle béton et fermer une partie pour pouvoir mettre sous clé certains équipements, ce sera à la charge de la commune. Pour l'instant, rien n'est décidé, donc on verra une fois que le bâtiment sera sorti de terre. Et au terme des 30 ans, est-ce qu'il y a une valeur de rachat? Non. Normalement, au terme des 30 ans, les panneaux ne valent plus rien, on récupère le bâtiment et on peut même demander à l'opérateur d'enlever les panneaux et de nous laisser le bâtiment tel qu'il est. Donc il n'y a pas de valeur, pas de quelconque valeur. S'il enlève les panneaux, vous allez vous retrouver sa toiture. Par contre, vous pouvez enlever les panneaux parce que certainement ils seront morts pour une 30 ans, peut-être un avant. Et après, vous pouvez remettre des panneaux. Hein. Oui, après, soit on repart pour un autre bail et on va dire on prend un contrat avec le même opérateur ou un autre pour repartir de nouveau pour 30 ans. Effectivement, l'objectif de cette opération est bien d'avoir un hangar pour les équipements techniques de la mairie à un coût nul. Gratuit. Ouais. Ok. Bon, donc s'il n'y a pas de questions particulières, là c'est les décisions du maire de l'informer le conseil municipal par un vote par rapport à ça. Donc on va passer aux informations et aux questions du père. J'ai reçu une question écrite d'Isabelle Cadel, monsieur le maire, une pétition annoncée récemment par les habitants de Rabastens pour la création d'un véritable terrain de basketball en extérieur ouvert à tous et non pas un city-park a recueilli plus de 200 signatures en 10 jours. Êtes-vous au courant de cette pétition qui regroupe principalement les jeunes rabastinois et leurs parents et une réflexion sur un tel projet est-elle envisageable à court terme? En vous remerciant par avance. Voilà. Donc non, je ne suis pas au courant de officiellement je ne suis pas au courant de la pétition. C'est une pétition qui court, mais bon, je n'ai pas été destinataire en tant que maire de cette pétition. Avant de passer peut-être la parole à toi sur la problématique du City Park, Laurent, tu peux peut-être exprimer, parce que ce sujet a été abordé lors de la dernière réunion qui a eu lieu cette semaine avec l'ensemble des associations sportives pour le planning des salles. Bonsoir à tous. Simplement, déjà, par rapport à ça, cette pétition que je ne connaissais pas non plus, je la prends, c'est très très bien, mais le basket, l'association du basket Rabastens n'est pas au courant non plus. C'est pas eux qui sont dépositaires de cette... donc je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est qui l'a instauré. Voilà, tout simplement. Après, effectivement, il y a un projet de City Park. Je ne sais pas s'il faudra étudier tout ça. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas. Personne ne m'a appelé, je suis au courant. Je suis au courant de rien. D'accord. Le basket non plus. Le basket. Mais le basket néanmoins, c'est quelque chose qu'on prend effectivement, qu'on prendra en compte. J'attends de voir la pétition et j'attends d'avoir un contact avec les personnes qui ont lancé cette pétition. Se pose aussi le problème du lieu, sachant que c'est quelque chose qui est relativement bruyant. Enfin, je le dis de manière claire. Donc c'est aussi des sujets qu'il va falloir aborder dans ce cadre-là, mais nous avons plusieurs pistes sur ce sujet-là et donc on en discutera avec les pétitionnaires. Donc
ça c'était pour la première question. Jean-Claude, on avait un point qui devait être fait sur les pigeons que tu n'as pas pu faire lors du dernier conseil municipal, donc rapidement quand même. Oui, ça ira très vite. Bon, c'était juste un point sur l'intervention de la fauconnière. C'est un compte rendu que nous avons rédigé donc, avec le CDAR, le comité de défense des animaux de Rabastien. Donc l'intervention de la fauconnière a débuté en juin 2021. Au préalable de son intervention, elle a fait un recensement de la population qu'elle a estimé à environ 600 individus. Sur le principe, la volonté de la mairie était de déloger les pigeons du centre-bourg et ainsi limiter les dégâts qu'une surpopulation occasionnelle. En amont de l'intervention, les accès de l'église ont été condamnés et une campagne d'information a été faite dans le quartier du château afin de proposer aux riverains d'en faire de même. Également, sachant qu'un pigeon revient toujours à l'endroit où il est né, le but est de perturber la colonie et ainsi perturber les pontes et de fait limiter les naissances et les farouchages permettent de répondre à ces deux critères. De juin 2021 à décembre 2021, il y a eu 16 interventions pour un coût de 310 € l'intervention, soit un total de 4 960 € TTC. Pour rappel, le comité pour la défense animalière a participé au paiement des interventions avec une hauteur de 2 800 €. La fauconnière estime qu'il y a une diminution de la population des pigeons d'environ 40%. Donc elle nous a adressé un rapport. Lors de la réunion d'information qui a eu lieu le 30 avril 2022 à la halle de Rabastens, nous avons pu communiquer avec les intervenants concernés, notamment agriculteurs, chasseurs et élus, d'autres communes désireux d'appliquer cette méthode. Alors nous profitons de l'instant pour une nouvelle fois nous féliciter de la qualité de l'échange. La deuxième phase du projet, pour ne pas que la colonie se reconstitue, est de créer des abris où les pigeons pourront aller pondre, ainsi nous pourrons avoir une maîtrise sur les ponts. Nous pensons réhabiliter, si possible, le pigeonnier de l'espace Fernand-Fargue et disposer en des endroits stratégiques des mini-pigeonniers, l'ensemble géré par les agents des espaces verts. Les agriculteurs seront mis à contribution. Nous nous proposons de fournir des pigeonniers. Pour l'instant, certains sont d'accord. Une autre perspective est à l'étude, celle de faire en sorte qu'un faucon libre fasse de Rabastens son territoire. Nous nous mettons en contact avec le LPO, Association de protection des animaux. Donc, et nous rappelons pour terminer que notre souhait est de réguler la population des pigeons et non de les exterminer. Voilà. Nous sommes avec les pigeons. Et Aurore, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire des pigeons, enfin, je ne sais pas si vous en voyez, mais on en voit moins, honnêtement. Ok, c'est... Bon. Comment? De quoi? Nous, il est vrai que cette année, au niveau des semis de tournesol, parce que c'est sur les semis de tournesol principalement qu'on a les problèmes, les ravageurs cette année, on a eu beaucoup moins que l'année dernière. Et ça a été constaté. Pardon, un ravageur, c'est les pigeons pour parler des ravageurs. Oui. Pour nous, c'est... Je comprends. Voilà. Donc, du coup, effectivement, il y en a eu beaucoup moins sur les pertes par rapport à l'année dernière. On peut dire que ça représente que on serait sur 27% à peu près. Combien tu dis? 27% de pertes par rapport à ce qu'on était sur les années où les pertes de 54%. D'accord, c'est réduit de sur les semis. C'est réduit de moitié. Ouais. Bon. Ok, donc ça c'était un point. Pour le prochain conseil municipal, on va vous transmettre là dans dans les jours qui viennent le lien sur le rapport qui a été fait par la Chambre, la CRC, la Chambre régionale des comptes, sur la communauté d'agglomération. Hein, donc bon, je pense que le débat, on pourra l'avoir la prochaine fois. Peut-être, voilà. Donc par rapport au conseil de septembre, Alain, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, rapidement, oui, vous avez eu un conseil de communauté lundi, conseil au cours duquel donc, a été présenté ces observations de la Chambre régionale des comptes, et c'est vrai qu'on peut s'étonner des quelques remarques fortes qui sont faites, notamment sur le fait qu'une vision stratégique semble absente, et surtout que le principe de spécialité n'est pas respecté. La Chambre pointe le fait qu'il y a toujours, pour certaines compétences, pour
plusieurs d'entre elles, notamment au niveau des écoles, mais il y en a d'autres, il y a toujours une partie qui est gérée par la commune, alors que la compétence est transférée à l'agglo. Et la Chambre pointe bien le fait que c'est irrégulier. Vous serez amené, et le président l'a indiqué, vous serez amené à modifier cela au fil du temps, ce qui veut dire que vous allez harmoniser les tarifs qui sont aujourd'hui différenciés, notamment pour les cantines, pour les CLAE, pour les AAE, et je ne sais pas si la communauté d'agglo en a mesuré toutes les conséquences financières et techniques, parce qu'il va y avoir des différences au niveau des communes, certaines seront peut-être à la hausse, d'autres à la baisse, mais il est clairement pointé le fait que, d'ailleurs le président le dit dans sa réponse, qu'il y aura des augmentations et des ajustements nécessaires. Donc la question que je me pose, au-delà du fait que certaines communes, Grogny en l'occurrence et d'autres, se posent la question de savoir si elles vont passer à l'agglo, la question que je me pose, c'est de savoir si chaque fois les conséquences sont bien appréhendées de manière globale. On en a eu un exemple pour la compétence scolaire, on risque de la voir sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, je pense à l'assainissement. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, on ne va pas faire le débat là, juste une réponse que je peux te faire par rapport à ça. Tu ne peux pas reprocher, la CRC reproche à l'agglo de ne pas être homogène. Donc si l'agglo se met à être homogène, on ne va pas critiquer les conséquences par rapport à ça. On est juste, on n'est pas le débat, on est juste dans une agglo qui n'est pas homogène du tout. C'était la somme de 3 communautés de communes. Il n'y a pas un seul bassin quand on fait la C2A à Albi ou quand on va dans les Corbeaux, etc. Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes et ils n'ont pas ce problème d'harmonisation qu'a la communauté d'agglomération. On va arrêter le débat là. Oui. Très rapidement, tu fais l'historique de la communauté d'agglo. Moi, je rappelle simplement que certaines compétences sont optionnelles, notamment la scolaire. Et il aurait été peut-être plus simple de ne pas la transférer au niveau de l'agglo, parce que la motivation qui a été donnée, c'était le fait que le CIF était plus important. Autrement dit, on a intégré beaucoup de compétences en se disant qu'on aurait une carotte. Et là, maintenant, on va avoir le bâton. Et on va avoir le bâton, mais tu parles d'un temps où je n'étais pas maire, et voilà, donc si tu veux, je prends en compte une situation qu'il y a, et je ferai tout au sein de l'agglo pour que cette situation puisse être améliorée. Oui, Madame Robert, allez-y. Alors moi je vais revenir juste au sujet en début, je voudrais m'excuser auprès de M. Garry parce que j'ai fait une erreur. C'est pas M. Garry que je voulais m'adresser, mais à M. Moisset. Par rapport à la formation, je suis désolée d'y revenir, mais je n'avais pas l'opportunité de le faire en plein milieu du conseil. Monsieur Moisset, est-ce que vous avez reçu un nom d'engagement au mois de mars et un échange téléphonique avec Mme Guiraud? Je n'ai pas eu de bon d'engagement avant l'événement. J'ai eu effectivement une communication téléphonique avec une dame, mais c'était après la réception de la facture. D'accord, vous n'avez pas eu de bon d'engagement au mois de mars pour une formation au mois d'avril? Pas du tout. D'accord, merci. Enfin bon, on arrête sur ce sujet-là. Un bon engagement, il est fait après décision du maire, et c'est pas l'association qui va faire un bon engagement. Voilà. Monsieur Dubois, vous êtes toujours à vous répondre à une question par une autre quand on vous pose une question. Ce que je veux dire à M. Mousset, c'est juste un éclaircissement. Je n'y étais pas, je n'avais pas bénéficié. La seule chose, c'est que ça change exactement. Mais je me sens concernée quand même par une équipe derrière qui est quand même attaquée. La seule chose, c'est que s'il a eu un bon engagement au mois de mars et que ça s'avère que c'est vérifié, d'autant plus que vos dires pourraient être mal perçus. C'est tout ce que je voulais dire. Un bon engagement est engagé par la mairie. Oui, mais un bon engagement au mois de mars, s'il n'est pas transmis à Monsieur le maire, et que je comprends tout à fait, Monsieur le maire, si vous avez été avec qui, elle n'est pas là la question de la remarque. Je veux juste que les choses soient claires et je demande. Il a répondu, Monsieur Mousset, je vous remercie. Et alors, je finis là-dessus. Je reçois un certain nombre de bons d'engagement qui ne sont pas engagés. C'est-à-dire que pour engager un bon engagement, il faut qu'il y ait l'autorisation du maire. C'est le BABA
de la comptabilité des collectivités Je comprends. territoriales. Est-ce que vous Estimez à combien avez, de on temps va pas, décision. c'est fini sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a d'autres points particuliers que vous souhaitez aborder? Oui, je voudrais... Ah, vas-y. Et après, avant de terminer, je voudrais faire un point. Très bien, je t'en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Juste un point sur le PLI. Donc, il y a une concertation qui va être lancée par la communauté d'agglomération. J'aurais voulu pouvoir vous donner la date de début de concertation avec certitude. Ça devrait être aux alentours du 5 juillet. C'est la raison, on n'a pas d'information, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu l'insérer dans le bulletin municipal, mais vraisemblablement ça va se faire à partir du 5 juillet jusqu'à mi-septembre. Donc on fera passer une information sur l'appli, sur Facebook, sur les journaux, enfin, toute la population sera informée de cette concertation. Vous aurez, toute la population aura la possibilité d'aller sur la plateforme donc, de l'agglo pour répondre à des questions, soumettre des idées, soumettre des suggestions. Et il y aura également donc, un registre papier qui sera à disposition des administrés à la mairie. Et je veux juste rappeler deux choses. Donc il y a également les registres de concertation qui sont à disposition pour la modification du PLU que nous avons lancé et pour la révision du STECAL. Donc c'est à disposition de la population au secrétariat de la mairie. Voilà, c'était juste ce que je voulais préciser avant de terminer. Merci. Bon, Alain, vas-y. Oui, on avait déjà évoqué à plusieurs reprises le fait que tu allais nous communiquer la liste des délégations. Oui, oui. Et je crois me rappeler qu'on nous avait dit qu'on les aurait à ce conseil. Alors, on a fait les arrêtés et on attend le contrôle de légalité de la préfecture, c'est bon. Donc, ok, demain matin, de bonne humeur. D'accord, la liste de l'ensemble. Hein. Oui. D'accord. Y a-t-il une autre question? Paul, vas-y. Oui, alors c'est des personnes qui m'ont interpellé, qui ont remarqué que dans pas mal de communes, elles ont mis des drapeaux ukrainiens à côté du drapeau français et qui souhaiteraient que, en soutien, parce que ça ne réglera pas le problème certainement, mais en soutien, si c'était faisable. Voilà. Bon. On ne l'a pas encore fait, non? Non, mais je prends, je transmets. Tu transmets, je prends, on en discutera en exécutif. Et voilà. Très bien. Y a-t-il une autre question? Étant donné qu'il n'y a pas d'autre... On peut terminer sur une note de musique. Je vous propose de venir nombreux dans vos apéros-concerts à la cour de la mairie, qui seront les jeudis 7 juillet, le jeudi 21 juillet et le jeudi 4 août, donc à 18h30 dans la cour de la mairie. Pardon? On est aux questions diverses. 7 juillet. On est aux questions diverses. 21 juillet et 4 août. 18h30. Ok. Oui, une question, je l'avais évoquée en commission urbanisme, c'était au sujet de l'occupation illicite d'une zone N on dit la Poulaillère depuis plusieurs années. De mémoire, j'avais déposé plainte à l'époque pour la mairie, il y a eu un jugement du PJ d'Albi en juillet 2017, c'était juste pour savoir où ça avait été, si la loi allait être respectée ou s'il y avait des difficultés particulières. Il n'y a pas de difficulté particulière, comme je t'ai répondu en commission urbanisme. C'est vrai qu'il y avait des dossiers prioritaires et je les ai traités, donc celui-là, je ne vais pas l'enterrer comme tu me l'as dit. Je n'ai jamais vu ça qui ne m'avait pas répondu. Bon, bref, on ne va pas polémiquer puisque... Non, on ne va pas polémiquer. Mais je vais m'en occuper et dès que je m'en serai occupée, j'en porterai connaissance au conseil municipal, il n'y a pas de souci. Seconde question, c'était peut-être un point sur le plan de circulation, puisqu'il n'y a toujours pas de groupe de travail de suivi, donc ce serait bien de ne pas prendre les choses par les réseaux sociaux, les travaux, autrement dit, et où est-ce que ça en est, si c'était possible. Alors les travaux, je suppose que tout le monde
monde a vu, ou si je l'ai pas vu, c'est les travaux de la Croix Blanche ont commencé, ça fait une quinzaine de jours maintenant, concernant donc, les travaux de réfection de la voie. Au préalable, donc, il a été mis en place la piste cyclable et piétonne sur le talus. Et donc, je peux passer peut-être la parole à Manu, qui a fait un travail énorme donc, auprès de l'école de la Spégrasse, concernant pour les parents d'élèves. Je crois qu'on a contacté environ 700 ou 800 personnes pour les informer de ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler, le planning et quels étaient les points. Tu veux dire un mot, Manu? Ouais, bonsoir à tous. Ouais, donc on a fait avec d'autres élus le tour du quartier, avenue de la Croix-Blanche, chemin de la Mongolle. Nous sommes montés jusqu'à la Trémèche pour diffuser l'information. On a fait des réunions aussi auprès de l'équipe du groupe Las Terras, au niveau de la directrice de l'école, du groupe scolaire, de la directrice de la LAE. On a diffusé un mailing d'information aussi à l'ensemble des parents pour informer de l'agenda et des types de travaux qu'il y allait avoir et du projet. Voilà. Ma question n'avait pas juste l'objet du plan de la Spégrasse, ça tout le monde l'a vu, non, c'était plus généralement où en était le projet et qu'est-ce qui était prévu d'associer les élus, de le faire suivre, puisque bon, on sait que ce plan de circulation va s'échelonner sur plusieurs mois, encore plusieurs années. Donc c'était juste cette question, puisque jusqu'à présent, visiblement, il n'y a pas la réponse souhaitée par certaines de l'opposition d'être associée à la réflexion en tant qu'élu sur ce qui peut être fait ou pas fait, avec l'expérience que chacun a, on n'a pas. Alors là, la prochaine étape, donc, là, il faut attendre les travaux de la Croix Blanche soient terminés pour remettre cette circulation en tous les sens. Effectivement, ça nous permettra de pouvoir veiller un petit peu et surveiller et analyser si ce qu'on attendait de ces travaux se réalise. Bon, ça se réalisera forcément, puisqu'on évitera certains parents d'élèves, beaucoup de parents d'élèves, même éviteront le centre-ville. La deuxième tranche, c'est effectivement donc, le déplacement des arrêts de bus qui nous permettra de pouvoir, lorsque ces bus seront arrêtés, ça permettra d'avoir un stockage de véhicules plus important sur l'arrière et surtout, on espère que les derniers véhicules qui seront alignés derrière le bus ne viendront pas perturber comme ça se fait actuellement le rond-point qu'il y a au niveau du progrès. Éventuellement aussi, ça pourra peut-être, j'espère que ça pourra dégager davantage tout le trafic qui se fait autour de la halle. Ensuite, donc, il y aura les passages pour piétons, les plateformes qui seront mises en place devant la halle. Et ensuite, donc, là, actuellement, donc, nous sommes en relation avec des riverains. Pour répondre à la question, Janine, c'est que nous sommes aujourd'hui en relation avec 2 collectifs de riverains. Notamment donc, c'est tout ce qui touche donc, à la rue de l'Enclos et nous travaillons avec eux, nous avons eu des réunions très productives et pour mettre en place donc recueillir effectivement leur inquiétude mais aussi leurs idées sur comment est-ce qu'on peut aménager les places de stationnement, etc. En fait, donc, pour répondre à ta question, nous travaillons avec des personnes qui sont des riverains, mais effectivement, on travaille avec des riverains qui sont concernés au quotidien par ce que nous allons faire. Je ne vois pas, côté poussière, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée sur la rue de l'Enclos, même si effectivement, démocratiquement parlant, c'est une bonne chose. Donc, et ça évite de perdre du temps. Dans le cadre de la commission mobilité, il faut qu'effectivement il y ait un groupe de travail qui puisse se mettre en place pour permettre d'associer les élus, ceux qui souhaitent bien évidemment faire partie de ce groupe de travail dans le cadre de la commission mobilité. J'espère que je réponds à ta question. Oui, merci, parce qu'effectivement, certains ont un peu d'expertise, même s'il faut croire que l'expertise n'est pas forcément reconnue au nombre des années. Les errements du précédent plan de circulation, c'est intéressant aussi d'entendre ceux qui étaient à l'œuvre, qui ont commis des erreurs ou des choses positives, et d'éviter peut-être avec un regard un peu plus extérieur que ça se reproduise. Encore faut-il, bon, comme tu le dis, c'est très bien qu'il y ait la volonté politique. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas trop senti, mais
je remercie le maire de cette précision. Ok, Jean-Guy, tu seras impliqué dans le groupe de travail qui sera mis en place. Alors moi, ça va être très bref, c'est pas par rapport à ça. Cet après-midi, monsieur le maire est au courant, il y a une stagiaire en ce moment qui est envoyée par la mairie pour aller voir les commerçants. Donc une commerçante cet après-midi n'était pas sûre qu'elle vienne de la mairie, pas de la mairie. Très bien, je rencontre monsieur le maire qui me confirme qu'effectivement, elle a été envoyée par la mairie. Donc il faudrait peut-être lui mettre une lettre, faire quelque chose pour informer les gens qu'effectivement, il y a une stagiaire qui va voir les commerçants pour leur demander leur avis. Parce que les commerçants sont parfois un peu parano sur la façon dont on les approche. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà. Oui, je note ce que tu dis. Non, mais monsieur le maire a très bien réagi. Il est tout de suite allé voir la commerçante et lui a bien confirmé que le rendez-vous qu'elle avait donné à cette personne serait honoré dans 2 jours. Voilà. Mais bon, que l'information passe un peu mieux dans les rues chez les commerçants, ou donnez-lui une lettre qui dit qu'elle est mandatée ou quelque chose, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est pas une commerçante qui est rarement parano, hein, mais pour qu'elle m'ait posé la question quand je suis allée dans son commerce, voilà. Mais monsieur le maire a très bien réagi, parce qu'il est allé tout de suite l'expliquer qu'effectivement, je pense que c'est vous, monsieur Garry, qui lui envoyez votre stagiaire. Voilà, c'est tout. Je pense que ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence, c'est tout à fait légitime. Oui, mais dans ce cas-là, il y a peut-être une façon, parce que c'est aussi mettre mal à l'aise votre stagiaire si après les gens posent des questions de ce genre. Voilà, ça marche dans les 2 sens, c'est tout. C'était juste un petit constat. Voilà, merci. Bon, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Je vous souhaite à tous un bel été. Donc nous allons vous retrouver après les vacances qui sont bien méritées pour tout le monde, quelle que soit sa place. Donc il est 20h21 et je lève le conseil municipal. Merci à vous. Il faut signer le bureau. Merci.